Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous accueillir en tant que directeur du service commun universitaire d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle pour cette troisième conférence, troisième édition consacrée à Cap sur la fac, soirée d'information spéciale parents. Alors même si c'est spécial parents, je vois qu'il y a quelques jeunes dans la salle, mais ils sont également les bienvenus. Nous avons la possibilité d'accueillir dans cet espace à peu près 250 personnes. Il y a beaucoup plus d'inscrits, donc malheureusement certains se retrouveront peut-être dans l'amphithéâtre à côté, mais nous sommes très heureux de pouvoir accueillir autant de monde pour s'informer sur les filières. Nous allons vous proposer donc 1h30 de présentation et d'échanges organisés en deux temps. Une première partie qui vous permettra de découvrir le monde universitaire et plus particulièrement l'université Jean Moulin Lyon 3, et une deuxième partie qui sera consacrée à des questions-réponses avec le public, que vous soyez dans cet auditorium Malraux ou que vous soyez dans l'amphi à côté, où il y aura la possibilité de poser des questions via un système de post-it. Je vous propose d'entrer très rapidement dans le vif du sujet avec la présentation de notre université et de ses formations par la vice-présidente en charge des questions de formation, de vie étudiante et d'insertion professionnelle, Nathalie Krief, que je remercie. Merci beaucoup, Michel. Bienvenue à toutes et tous. Alors, c'est un défi que de présenter une offre de formation en aussi peu de temps et surtout que vous la compreniez. Donc, je vais tenter de faire preuve de la plus grande pédagogie possible. Et bien sûr, il y aura un temps d'échange. Et donc, Michel Wissler va faire en sorte que j'aille plus vite quand je vais trop lentement, puisque c'est lui qui est aux commandes du diaporama. Donc, on peut démarrer, Michel, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, je me permets toujours de présenter l'université, avant de présenter l'offre de formation, de présenter aussi l'université. Certains ont probablement, ou peut-être fait leurs études dans ces locaux. Vous savez que l'université, c'est un grand ensemble. Alors, on passe d'un modèle où on est à taille réduite, même si on est dans un grand établissement scolaire, à un environnement où on atteint... Alors, sachez que nous, on est une université moyenne avec 28 000 étudiants. Il y en a qui sont à 60 000, voire 80 000. Voilà, donc c'est un environnement. Ça peut créer parfois un choc culturel. Alors, il y a des étudiants qui adorent, et puis il y en a qui se retrouvent un peu plus impressionné par cette masse d'étudiants. En début d'année, il y en a beaucoup, il y en a moins après, en général, par le biais aussi des emplois du temps. L'année vraiment commence avec tous les étudiants présents, et puis ensuite, les emplois du temps se lissent aussi. Et puis, il y a ceux, on va le voir, qui se réorientent. Voilà, on a une proportion, ce qu'il faut retenir, à peu près 2 tiers des étudiants en licence et BUT, donc les 3 premières années de l'université, et l'autre tiers sur les masters, les 2 dernières années, qui nous amènent à Bac+5, et une petite proportion en doctorat pour ceux qui veulent épouser la carrière de chercheur ou d'enseignant-chercheur. On en a environ 3% à Lyon 3. On a beaucoup d'étudiants internationaux aussi. Alors, je ne sais pas si les chiffres sont vraiment les derniers mis à jour. C'est très difficile parce qu'on commence une année et on n'a pas les chiffres stabilisés avant la fin de l'année. C'est un peu comme ça, mais je pense que c'est dans tous les établissements la même chose. Et à peu près un tiers de boursiers. Alors, Lyon 3, c'est 6 composantes, des facultés ou instituts. La principale en termes d'effectifs étudiants, c'est la faculté de droit. On est quand même sur le site lyonnais, la grosse faculté de droit avec 35%, 35-36% d'étudiants. L'IAE Lyon, qui est, on va dire, une faculté de management, un institut, puisque ce qu'on appelle les UFR. Donc, c'est l'Institut d'administration des entreprises de Lyon qui est spécialisé en gestion et management avec environ 27% des étudiants. Et ensuite viennent derrière les composantes qui sont plus en lien avec ce qu'on appelle les licences et sciences, langues et sciences humaines. Donc, la faculté des langues, vous allez voir, avec une richesse importante de langues. La faculté des lettres et civilisations, qui aborde plusieurs thématiques. Un IUT, qui a mis en place la réforme des BUT, les bachelors universitaires de technologie, en remplacement des DUT. C'est devenu un bac+3 en lieu et place d'un bac+2 au préalable. Et on a également une faculté de philosophie, alors qui est en taille une petite faculté, mais en termes d'implication, de recherche et puis de développement sur le site, on a peu de facultés de philosophie en France, qui est assez importante.
Et bien sûr, on a toute une série de formations en lien avec les relations internationales. Donc Camille Villain, qui est la responsable du service des relations internationales, vous fera part d'un certain nombre d'éléments qui sont utiles pour tout ce qui concerne la mobilité étudiante. Alors bien sûr, pour vous, ce sera la mobilité sortante, mais on accueille aussi de nombreux étudiants internationaux à titre individuel ou à titre d'échange dans le cadre des accords de coopération que nous avons avec tous les continents et donc un certain nombre de pays. Mais je ne veux pas donner les chiffres parce que je dirais probablement des bêtises et donc je vous laisserai la main sur ces aspects-là. Lyon 3, c'est également 3 campus. Alors, il y a 2 campus lyonnais. Celui-ci, qui est le plus important en termes on va dire de fréquentation, puisqu'on a 18 000 étudiants sur le site. Alors, il paraît petit, enfin, ou pas, hein, pour nous, il est petit par rapport à des campus très ouverts. Il est sur plusieurs étages. On le voit quand il y a des évacuations, il y a beaucoup de monde dans les bibliothèques. On se rend compte que pour évacuer les personnes, c'est long. C'est rare, hein, je vous inquiète, ne vous inquiétez pas, mais on se rend compte en fait de la densité que l'on peut avoir sur le site. Le campus des Quais, donc qui est juste en face de la piscine du Rhône. Ceux qui voient, généralement, on peut bien repérer de cette manière-là, avec à peu près un peu moins de 6 000 étudiants. Et on a un campus, on va dire, de territoire, un campus de Bourg-en-Bresse, pour des étudiants qui sont issus de territoires plus éloignés, avec des filières particulières. On a notamment des filières de l'IAE, hein, c'est toujours géré par les composantes en interne, de droit et de lettres. Et puis, il y a une partie aussi de l'IUT. Et enfin, je l'ai mis pour information, on a toutes les formations délocalisées, donc que ce soit à l'étranger ou en France. Donc, ce sont des formations qui ne sont pas dispensées à l'université elle-même, mais dans d'autres établissements. Alors, à l'étranger, bien naturellement, puisqu'on ne peut pas faire les allers-retours tous les jours. On a des formations qui sont données dans d'autres universités en partenariat avec elles. En termes de réussite, donc je vous donne les chiffres de 2023, sachant que nous avons des chiffres qui datent plutôt de 2022 sur certains aspects. C'est toujours difficile d'avoir des remontées, on va dire, officielles en fin d'année. On est en train de les consolider actuellement. On a à peu près 9 500 diplômés par an. Un taux de réussite alors qui est élevé dans les diplômes universitaires de technologie. On n'a pas encore la première promotion de bachelor universitaire de technologie, puisque la 3e année avec la réforme vient d'ouvrir. Donc à peu près 97% de réussite, 85% en licence professionnelle. En licence, en année diplômante, 84%, mais comme vous le voyez, la licence en 3 ans, qui n'est pas d'ailleurs la statistique du ministère, hein, celle du ministère, c'est la réussite en 3 ou 4 ans, qui est de 35% et de 52% en 3 ou 4 ans. Voilà, c'est habituel. On est dans le taux, on va dire, global des universités françaises. Et en master, 87% de réussite. Alors, ce qui explique la différence entre la licence et les autres, c'est que la licence est par définition non sélective. Une sélection sur Parcoursup, mais qui n'est pas une sélection sur la base de critères très définis avec des entretiens, alors que pour tout ce qui est licence pro, BUT, ou master, et ce sont vraiment des parcours sélectifs avec généralement entretien, voire examen parfois, pour pouvoir intégrer le diplôme en question. On a également au niveau, ça c'est un peu l'ADN de Lyon 3, une insertion professionnelle qui est particulièrement élevée, avec en moyenne 2 mois d'accès au premier emploi. Alors je vous ai mis les parcours sur lesquels, enfin les filières, les grands diplômes sur lesquels on a une insertion professionnelle, j'allais dire naturelle, donc les licences pro et les BUT. Quand on fait une licence générale, il y en a quelques-uns qui vont sur le marché du travail juste après, c'est rare. Quand un étudiant fait une licence générale, il poursuit généralement, notamment en master, pour pouvoir se professionnaliser suite à sa formation de licence. Et 96% en emploi en licence pro et en bachelor universitaire de technologie et 86% pour les masters, sachant qu'on a une bonne partie qui poursuivent des études, notamment ceux qui font un doctorat ou ceux qui passent des concours. En droit, on en a beaucoup qui passent des concours ou des examens pour devenir avocat, magistrat, huissier de justice, commissaire, et j'en passe. Alors, notre offre de formation, là, c'est vraiment la cartographie très générale. On a 3 mentions de bachelor universitaire de technologie,
9 mentions de licence. Je vais vous les présenter, je vais vraiment insister sur ces points-là. 12 mentions de licence professionnelle. Donc là, c'est l'accès en 3e année. Et puis pour une insertion professionnelle rapide juste après, ce n'est pas pour poursuivre des études. 54 mentions de master, donc là c'est toute l'offre. 37 mentions de doctorat avec 7 écoles doctorales. Et on a en plus des prépas, concours, des diplômes universitaires. Un DEU, c'est diplôme universitaire. Et ce qu'on appelle un DAEU, c'est diplôme d'accès aux études universitaires, mais qui ne sera pas fait pour les futurs bacheliers, puisqu'ils vont avoir le bac, et donc ils n'auront pas besoin d'avoir un accès spécifique à l'enseignement supérieur. Ils l'auront grâce à leur diplôme de baccalauréat. Alors, sur les UT, je vous ai parlé de 3 mentions. Donc, une mention carrière juridique avec 3 parcours à l'intérieur, qui sont également proposés pour certains sur le campus de Bourg-en-Bresse et pour l'autre, alors ce n'est pas un campus à proprement parler à Nonay, mais nous avons un partenariat avec un lycée qui souhaite développer des formations de BUT. Et à l'intérieur de cet établissement, nous délivrons, Lyon 3, donc, le programme avec certains cours qui sont donnés par des enseignants de Lyon 3 et puis d'autres qui sont donnés par des partenaires de lycées ou d'autres établissements. Les 3 mentions sont proposées sur le site de Lyon. On a le BUT aussi information communication avec 2 parcours, communication des organisations et information numérique dans les organisations. Et puis celui qu'on appelle de manière synthétique le BUT GACO, gestion administrative et commerciale des organisations, qui forme à des profils de managers en lien avec le commerce et le marketing, où là, nous avons 4 parcours qui sont choisis au moment de la 2e année pour les étudiants qui souhaitent le faire. Donc, la première année est commune et ensuite, il y a une spécialisation sur un de ces éléments, de ces parcours proposés. Alors, le BUT, vous avez peut-être entendu parler de la réforme. Avant, il y avait les diplômes universitaires de technologie en 2 ans, avec une poursuite d'études ensuite, notamment en licence professionnelle. La réforme du ministère et de notre tutelle nous a invités en fait à faire des cursus en 3 ans pour les étudiants, parfois avec une 3e année à l'international. Ce sont des cursus avec un volume d'enseignement plus élevé qu'en licence, 1800 heures. Alors 1800 heures, c'est sur les 3 ans, hein, je le précise. Oui, tout de suite. On délivre 180 ECTS. Alors, les ECTS, c'est les crédits européens. Donc, l'étudiant, quand il valide une matière, il obtient des crédits. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un semestre, on est semestrialisé à l'université, un semestre, c'est 30 crédits. Une année, c'est 60. Et donc, les 3 ans, c'est 180. Pas besoin d'avoir un niveau en mathématiques très élevé. En général, on s'y retrouve. Donc, les étudiants se spécialisent à partir de la 2e année. Ce qui fait la spécificité des bachelors universitaires de technologie, c'est leur côté très professionnalisant et notamment une forte dose d'alternance. Alors, tous les parcours ne sont pas en alternance, mais un certain nombre le proposent, ce qui rend en fait l'étudiant beaucoup plus responsable très vite et ce qui augmente, alors un mot que je n'aime pas, mais qui a bien son sens, le taux d'employabilité de l'étudiant. Parce qu'une expérience en alternance, c'est déjà malgré tout une expérience professionnelle qui peut être valorisée vis-à-vis d'un recruteur. Et puis, c'est la composante qui est vraiment organisée en bloc de compétences. Donc, les étudiants ont toujours des notes, mais ils ont également une évaluation sur la base des compétences acquises et qui sont des compétences qu'ils peuvent valoriser ensuite sur le marché du travail. Et puis en plus, mais bon, je ne vais pas m'approfondir, donc c'est pour ça que je ne les ai pas détaillés. L'IUT propose 2 parcours de licence professionnelle. Donc ça, c'est pour la 3e année, sur Lyon, Bourg et Annonay. Et nous sommes bloqués. Ça, c'est un coup de l'IUT qui veut qu'on ne reste que sur son offre de formation. Et si tu fais escape pour rechercher, non. Ah, voilà. Alors, le BUT est vraiment un diplôme particulier hein, qui est une licence, mais donne le grade de licence, mais particulière. Ce qu'on appelle les licences générales, donc ce qui constitue
le plus gros de notre offre est organisé d'une manière particulière. Il y a eu une réforme depuis la rentrée de cette année où nous avons refondu et l'offre de formation et les modalités de contrôle des connaissances et la progression de l'étudiant à l'intérieur de son cursus universitaire, de son parcours. Une licence générale, parce qu'après, il peut y avoir des licences beaucoup plus sélectives, particulières, qui peuvent s'organiser différemment. Mais la règle générale, le cadre général, c'est qu'un étudiant va s'inscrire sur une majeure. Alors, comme son nom l'indique, la majeure, c'est vraiment le volet disciplinaire, fondamental, sur lequel l'étudiant est attendu. Il veut faire du droit, il va prendre une majeure droit, et il va falloir qu'à l'intérieur, il développe, il acquiert des compétences et des connaissances dans un premier temps, compétences, ça vient après, dans le domaine. Il veut faire une licence en gestion, eh bien, il aura une majeure gestion où il va apprendre les fondamentaux de la gestion. Pareil en histoire, et dérouler très rapidement l'ensemble des parcours. Donc la majeure, c'est vraiment le socle disciplinaire indispensable à un étudiant qui veut poursuivre des études dans un domaine. Cette majeure fait 20 crédits. Et cette majeure va être composée d'une unité d'enseignement fondamentale, vraiment quel est l'enseignement de base dans le domaine, et une unité d'enseignement transversal, donc c'est tout ce qui n'est pas fondamental par définition. Donc ça peut être l'informatique, les langues, ça n'est pas disciplinaire, ce sont vraiment des compétences qu'il acquiert. Construire ce que vous voyez PPP, c'est le projet personnel, projet professionnel et personnel, qui permet à l'étudiant en fait de construire son projet d'orientation avec l'aide notamment des services d'orientation. Et il vient compléter sa majeure, il la combine avec une mineure qui, elle, vaut pour 10 crédits. Alors, elle n'est pas moins importante, c'est juste qu'elle vient compléter la majeure. Et là, l'étudiant a le choix de construire soit un parcours monodisciplinaire, je veux faire de la gestion, je fais gestion-gestion. Je veux faire du droit, je fais droit-droit. Je veux faire de l'histoire, je fais histoire, approfondissement, histoire. De la géographie, géographie, approfondissement, géographie. Ça, c'est son parcours monodisciplinaire. Il est décidé, c'est ce qui l'intéresse. Soit il choisit de construire un parcours bidisciplinaire. Alors, le parcours bidisciplinaire, je choisis une majeure, droit, mais je n'ai pas envie de faire que du droit. Et donc, j'ai un choix de mineur possible. Alors, pour éviter, et encore, on est en train de refondre cet ensemble-là, pour éviter de perdre les étudiants avec un choix de mineur, on va dire, invraisemblable. Et puis vous savez, c'est les modèles à l'américaine, le pick and choose. Je prends là, ça m'intéresse, je change à la carte un peu. On n'a pas du tout fait ça, pour plein de raisons, mais surtout pour orienter et guider l'étudiant. Et donc, s'il veut choisir un parcours bidisciplinaire, il a une espèce de menu qui lui permet de dire, voilà, tel parcours bidisciplinaire est possible, tout n'est pas possible. Voilà, je ne peux pas choisir n'importe quel mineur avec la majeure que j'ai choisie. Et donc là, ça lui permet d'obtenir une bidisciplinarité, alors qui est très orientée en fonction des poursuites d'études, mais également en fonction des débouchés professionnels. On peut tout mélanger à un moment donné, mais quand on mélange trop, on se retrouve avec des étudiants qui ont plein de connaissances, mais qui ne savent rien faire au final. Parce qu'ils ont trop touché à tout. C'est intéressant comme profil, c'est plus compliqué sur le marché du travail. C'est toujours 3 années également, 6 semestres, 180 crédits. Alors là, je l'ai dit tout à l'heure, on est plutôt à 1500 heures sur l'ensemble de la licence, avec du travail personnel, y compris avec les stages qui sont valorisés. Et l'étudiant peut se réorienter, ça c'est une petite modalité qu'on a prévue pour eux, il peut se réorienter dans la mention disciplinaire de la mineure choisie. Par exemple, il prend droit et une mineure gestion. S'il le souhaite à l'issue de sa première année, il peut dire « je vais en majeure gestion », si ça lui plaît davantage. Alors, on a 9 mentions, droit, gestion, LEA, LLCER. Donc, LLCER, c'est langue, lettres, civilisation étrangère et régionale, lettres modernes, lettres classiques, histoire, géographie, aménagement, philosophie et information, communication. Et les étudiants peuvent avoir aussi, j'y reviendrai très rapidement tout à l'heure, la possibilité de choisir une double licence. C'est-à-dire, c'est pas gentil. Mais je le reconfirme. Une double licence, c'est-à-dire qu'il va prendre les 2 majeures. Par exemple, majeur droit, majeur philo. Il va devoir valider les 2 majeures. Ça, ce sont des parcours sélectifs très exigeants.
où on appréhende 2 disciplines, 2 méthodes différentes. Et donc, c'est compliqué aussi pour les étudiants. C'est vraiment les grands bosseurs qui ont envie d'être nourris et qui ont besoin d'être nourris. Alors, pour la faculté de droit, on a une seule majeure possible, droit. Ils sont très cohérents en droit, hein, voilà, il n'y a pas d'autres possibilités. Et on a plusieurs mineurs qui sont proposés. Alors, vous le verrez sur Parcoursup si vous y allez. La mineure proposée, possible, elle est parfois directement sur Parcoursup, c'est-à-dire qu'on a la combinaison majeure-mineure qui est accessible. Vous pouvez cliquer dessus pour postuler. Et on a des combinaisons qui ne sont pas forcément proposées dans Parcoursup, pardon, je mélange toutes les plateformes. Par exemple, l'École européenne et internationale de droit, les parcours ne sont pas proposés sur la plateforme Parcoursup parce qu'il y a des accès par d'autres biais compte tenu des particularités de ces diplômes. Je vous présenterai un tableau tout à l'heure qui présente vraiment notre offre sur Parcoursup, mais on peut choisir d'autres biais. Donc voilà, les mineurs qui sont proposés, c'est le droit. En L1 et L2, on fait du droit. Et on se spécialise en L3, en droit public ou en droit privé. Il y a la mineure accès santé, vous savez, dans le cadre de la réforme des études de santé, avec la licence, ce qu'on appelle les LAS et les PASS. La mineure sciences politiques, la mineure finance. Alors ça, c'est une nouveauté qu'on a proposée cette année et qu'on met sur Parcoursup. L'étudiant fait une majeure droit, une mineure finance, qui est enseignée par les enseignants de l'IAE, en management. C'est pour tous les étudiants qui veulent aller en droit des affaires, qui est la mention la plus demandée. Je me demande pourquoi. Voilà, mais c'est une majeure, un diplôme, une mention particulièrement demandée. On a également la prépa IEP, la prépa ENS, voilà, toute une série de possibilités. Et l'école de la réussite qui permet à des étudiants dont on a décelé certaines fragilités de pouvoir suivre le parcours en 4 ans. Très intéressant pour certains étudiants. Si on veut vraiment faire ça, le parcours en 4 ans est une chance, puisqu'on fait la première année en 2 ans. Donc, il y a de la remédiation, on reprend un certain nombre de fondamentaux. C'est très utile. Il ne faut absolument pas prendre ça pour un échec. Le redoublement en France, c'est tabou. On en parle beaucoup en ce moment. On ne perd pas une année. C'est juste se donner plus de chances pour réussir. Et ce n'est pas un redoublement ici, ça s'inscrit dans un parcours particulier. Voilà. Et j'ai parlé de la double licence, donc qui est sélective sur Parcoursup, droit philo avec les 2 majeurs. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont proposés. À l'IAE, on a 2 mentions. La majeure, gestion et management, qui est la majeure principale avec le plus gros des étudiants, avec plusieurs mineurs possibles. Alors là, le parcours est un peu différent en gestion puisqu'il y a une progression. Donc, on choisit gestion au premier semestre. C'est une remise à niveau pour tout le monde. Et puis, à partir du 2e semestre, on choisit soit la filière plutôt on va dire, management et sciences humaines, ouverte sur les humanités, donc qui s'appelle Monde contemporain, c'est la 2e d'ailleurs. Soit on choisit environnement économique et la filière plutôt matheuse. Donc pour ceux qui aiment les maths, il y en a de moins en moins, mais c'est une filière très intéressante aussi pour aller vers les disciplines de la finance, du contrôle, de la comptabilité, de l'audit. Voilà. Et en 3e année, là, les étudiants se spécialisent puisqu'il y a toute une offre de master derrière cette 3e année, donc en ressources humaines, en gestion de production, en finance, audit, contrôle, compta, banque, en marketing, commerce et communication et en système d'information pour ceux qui aiment l'informatique notamment et les développements informatiques. On a une mineure droit et on a également une mineure langues étrangères appliquées où l'étudiant peut choisir d'avoir sa majeure en gestion et d'approfondir sur langue et gestion, notamment dans une des 10 langues proposées par la faculté des langues. Vous allez voir, c'est très riche. Voilà. Et on a un 2e parcours, alors qui lui est pas sélectif, mais il est sélectif quand même malgré tout. C'est la majeure business management, qui est un parcours qui a avec une grande proportion des cours en anglais. Donc, il faut avoir un bon niveau d'anglais pour l'intégrer. Et là, en fait, c'est un parcours qui reste unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mineur possible. On a la majeure business management. On reste avec une mineure business management. Il y a 45 étudiants et 4000 demandes. Voilà.
vous donne juste une appréciation du nombre de parcours. On a également, pour ceux qui veulent aller vers l'expertise comptable, une formation accès Bac+1, mais qui est sélective, qui est le DCG, le diplôme de comptabilité et de gestion, et une double licence gestion LEA dans les 10 langues possibles dont je vous parlais, allemand, arabe, chinois, coréen, espagnol, italien, japonais, polonais, portugais et russe. Voilà. Donc, on est une des facultés des langues les plus dotées en termes de langues possibles. Et on a des langues rares aussi, mais je vais vous les épargner. Pour les langues, donc il y a 2 grandes filières en langue, LEA, langues étrangères appliquées, qui est très appliquée à l'entreprise, avec plusieurs mineurs possibles. Alors on le voit, hein, c'est très en lien avec la gestion aussi. Donc langue et entreprise, langue et culture, commerce international, monde contemporain, hein, c'est la mineure de gestion aussi. Communication, stratégie de l'information. Voilà, on peut avoir des mineurs qui s'ouvrent sur le monde de l'entreprise puisque c'est un peu l'ADN de LEA. J'ai repris la double licence gestion LEA. Les 10 langues sont toujours les mêmes. Et on a la filière qui est un peu plus la filière qui va engager les étudiants plutôt vers un parcours de recherche, d'approfondissement d'une langue en particulier, d'un pays en particulier, d'une culture en particulier. Et donc là, la LLCER, donc lettres, langues, civilisation étrangère et régionale, propose un peu moins de langues. On a anglais, allemand, arabe, chinois, italien, japonais et russe. Avec, on va le voir, parfois la possibilité également là aussi de faire un cursus en 4 ans pour les grands débutants. Voilà, ceux qui n'ont jamais fait de langue, ou très peu, qui veulent faire LLCER russe par exemple, pensent qu'ils ont un niveau pas assez élevé, ils ont fait 2 ans de russe, ils peuvent intégrer ce parcours sur une filière en 4 ans avec une remédiation. Donc là aussi, on a toute une série de mineurs proposés, mais qui vont plus être orientés vers la réflexion autour de la culture, en fait, de la langue et du pays. Et puis, on a un parcours sélectif qui est la majeure trilingue, c'est-à-dire que les étudiants suivent une majeure LLCER, anglais-allemand, anglais-italien, anglais-espagnol, plus la découverte d'une 3e langue. Donc, c'est pour ceux qui aiment les langues, en gros, hein, vous avez compris. Parcours sélectif aussi, puisqu'il y a une capacité d'accueil limitée. Pour les lettres, alors là, les lettres, c'est très composite au niveau de sa configuration. On a lettres modernes, littérature, langue et culture de l'Antiquité, anciennement lettres classiques. Ce sont les 2 grands parcours qu'on a dans toutes les universités de lettres, avec plusieurs, effectivement, mineurs proposés, d'ouverture, y compris avec la philosophie. Et à partir de la 3e année, on propose, ça va changer hein, dans les années à venir, mais en tout cas pour le contrat qui nous lie au ministère cette année encore, et encore 3 ans ou 2 ans, on propose la majeure information-communication à partir de la 3e année pour ceux qui veulent aller vers ces filières, infodoc, infocommunication, tout ce qui est en lien avec la communication et qui est plutôt dans le giron des lettres. Je suis en avance. Et puis, pour la faculté des lettres, on a 2 autres grands départements. Le département de géographie et aménagement, qui est rattaché à la faculté des lettres, avec plusieurs mineurs possibles, là, pour avoir des parcours un peu bidisciplinaires. Voilà, qu'il faudra peut-être resserrer un peu à partir de la rentrée suivante. Et puis, bien sûr, tous les étudiants qui vont en faculté d'histoire, avec plusieurs mineurs qui sont proposés. Et ce parcours est également proposé sur le campus de Bourg-en-Bresse avec une mineure unique qui s'appelle Histoire et Territoire. Voilà. Et on a une double licence Histoire et Géographie. Alors, bien souvent, ces matières sont reliées entre elles. Ça n'a strictement rien à voir. Hein. Au lycée, on a Histoire et Géographie. Si on regarde concrètement, il y a peut-être un lien, mais qui n'est pas aussi évident que ça. Et enfin, donc, j'en finis avec la faculté de philosophie qui, elle, offre une majeure unique philosophie avec plusieurs mineurs possibles. Donc là, très transdisciplinaire avec la faculté des lettres et la faculté des langues. Et on est en train de réfléchir à une ouverture avec l'IAE Lyon, parce que c'est avec un institut d'administration des entreprises. Avoir de la philosophie, c'est très pertinent. Voilà. Donc,
cette configuration majeure-mineure nous permet en fait de travailler avec des briques qu'on peut déplacer et on peut enrichir l'offre de formation pour répondre aux besoins du territoire, aux besoins socio-professionnels, mais également aux besoins et aux envies des étudiants. Et j'ai remis la double licence droit-philosophie qui existe des deux côtés. Donc voilà. Donc sur Parcoursup, vous allez le découvrir. Le 20 décembre, la plateforme ouvre à la consultation. Alors, vous allez voir, toutes les universités ne fonctionnent pas de la même manière. Dans d'autres universités, toutes les combinaisons majeures-mineures sont proposées sur Parcoursup. Donc, il vous faut quelques jours pour digérer cet ensemble-là. Nous, on a fait le choix de parcours très fléchés. Donc, voilà, en droit, vous allez avoir le parcours licence droit, mineur droit. Vous pouvez cliquer dessus, vous allez avoir... Alors, la plateforme a un peu changé cette année, elle s'est complétée, elle a été complétée d'un certain nombre d'informations. C'est riche, hein, vous avez les rangs de classement, vous avez le rang du dernier appelé, il y a des stratégies à avoir. Par contre, le conseil que je donne, notamment aux parents, et c'est bien que vous soyez là en nombre, et les plus jeunes, futurs bacheliers, rappelez-leur bien à vos parents s'ils vous stressent par rapport à ça, ne choisissez pas un vœu que vous ne voulez pas faire. Mon fils, ma fille, tu iras à la fac quand même, ils sont malheureux. Donc voilà, il faut avoir de vraies stratégies et pas forcément dire je vais même là où je veux pas. Et tu veux aller là? Non. Alors il ne faut pas faire le vœu. Voilà, ça n'est pas logique. Voilà, il y a une vraie stratégie à avoir après. Voilà, donc il y a toute l'offre. Elle n'est pas monstrueuse, hein, c'était les licences non sélectives, voilà, on en a un certain nombre. Les licences sélectives aussi. Les doubles licences sont sélectives parce qu'on approfondit davantage le parcours de l'étudiant. Et les BUT qui sont également sélectifs avec parfois des entretiens qui sont proposés aux étudiants pour véritablement tester leur motivation. Alors, on a aussi un certain nombre de dispositifs de soutien à la réussite qu'on est en train vraiment de développer, de compléter, d'enrichir, parce qu'on a des taux de réussite qui ne sont pas... Alors, ce n'est pas l'alpha et l'oméga non plus, le taux de réussite. Hein, il n'y a pas que ça à prendre en considération, il ne faut pas regarder que des chiffres, mais c'est comment on accompagne l'étudiant dans son parcours. Donc, il y a un pôle réussite qui permet notamment de proposer des modules de formation pour que les étudiants soient bien aussi. Comment je fais avant un examen, comment je ne stresse pas, comment je me réoriente, comment je prends confiance en moi, voilà, tous ces éléments. On a aussi des dispositifs de remédiation, et là vraiment le service d'orientation avec le dispositif Objectif Réo fait un travail formidable puisqu'on a un semestre de réorientation pour les étudiants qui veulent se réorienter. On a des dispositifs d'excellence aussi. Alors ça, c'est pour les étudiants qui, ça ne leur suffit pas ce qu'on leur donne. Voilà, il en faut plus. Donc, on a le collège de droit, le collège de langue qui permet en fait aux étudiants d'approfondir, de développer. On les inscrit dans ce qu'on appelle aussi les cordées de la réussite. Le continuum, on a mis tout un système de continuum lycée-université. Cap sur la fac, c'est ce qu'on fait là avec vous, c'est ce qu'on fait aussi avec les étudiants. Et puis, on a une particularité aussi avec les publics spécifiques, puisqu'on a une vraie politique concernant les étudiants en situation de handicap, pour les accompagner au mieux. Voilà, ici, très rapidement, les 54 parcours proposés en master. Je vous les épargne. Et puis, sur l'environnement d'études, j'insiste juste sur quelques points. On a des bibliothèques universitaires qui sont, que je vais qualifier de très ouvertes, puisque, alors sur le site des quais, je ne crois pas, mais sur le site de la Manu, les bibliothèques sont ouvertes 7 jours sur 7. Voilà, pour les étudiants puissent venir travailler. Elle est juste là en sortant, vous verrez, c'est un grand bâtiment vitré où il y a beaucoup d'étudiants qui y travaillent ou pas. En tout cas, il y a beaucoup d'étudiants voilà, qui y sont. Oui, parfois, ils viennent aussi se reposer, avoir un moment calme, avec un nombre d'abonnements assez impressionnant à des revues spécialisées en accès libre pour les étudiants, y compris à distance, donc un travail formidable. Un service des sports très actif, si on veut être complet, faire du sport également. C'est important. Donc, on a une offre de sport et de créneaux de sport pour les étudiants très importante. Et on accueille des sportifs de haut niveau. On a des étudiants qui ont fait les JO, par exemple. On en est très fiers. Voilà.
Ils font et les études et le sport en même temps, donc c'est très impressionnant. Un pôle santé handicap qui est très actif aussi pour aider les étudiants qui ont des difficultés. Et notamment le handicap, ce n'est pas que le handicap visible. On a de plus en plus de troubles d'attention. On a de plus en plus aussi d'étudiants ayant des comportements autistiques qu'on n'accueillait pas du tout il y a encore 10-15 ans et qu'on accueille de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible de suivre des études avec un syndrome de ce type. Une vie associative, alors très active et qui parfois est trop active même. Donc c'est très bien aussi parce que les étudiants sont ravis de participer à la vie de l'université. Le service d'insertion de commun universitaire, d'insertion, non pas d'insertion, d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle. Voilà, qui aide à orienter. Il y a un service des stages, on a une application également de stages, et le service des affaires culturelles qui propose énormément de choses en lien avec la culture. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ouverture internationale, juste vous dire qu'elle existe également. Voilà, je suis presque essoufflée tellement il m'a fait aller au galop, mais c'est voilà. terrible. C'est terrible. Merci Nathalie pour ce marathon. Je vois qu'on a parlé des sports. Maintenant, on va bientôt parler de l'international. Vous avez la présentation donc du cadre. Vous avez vu la richesse de l'offre de formation qui existe au sein de notre établissement. Il est vrai que, comme on vous l'a dit, dans l'ADN, il y a au moins 2 éléments dont on est particulièrement fier. Il y a cette capacité à accompagner des jeunes vers des métiers qui les passionnent, qui les intéressent, donc tout ce qui va être en relation avec le monde socio-économique. Et la deuxième dimension, qui est la dimension internationale, avec tout ce qui peut être fait en matière de mobilité. Et donc, Camille Villain, qui est responsable administrative et financière du service général des relations internationales, va pouvoir vous préciser une partie des dispositifs. Alors, je vais être encore plus exigeant avec elle que je l'ai été avec Nathalie. Je vais laisser une douzaine de minutes à peu près, Camille. Oui, c'est jouable. Allez, je vais essayer d'être pas trop mauvais au niveau de la technique pour qu'on ne perde pas de temps. Est-ce que je suis... Ah non, mais je suis revenu, voilà, je fais perdre du temps. Ah, voilà. La mobilité, et nous allons y être dans quelques secondes avec l'éclairage, c'est super. On va peut-être moyen de démarrer pendant que je fais le réglage. Oui, alors je vais démarrer pour vous dire que dans la salle, il y a aussi Florence Gras qui est la chargée de communication du service des relations internationales et qui pourra aussi vous répondre. Alors, avant de commencer, je voudrais savoir s'il y a déjà des personnes, des lycéens ou leurs parents qui savent si leurs enfants ont l'intention de partir à l'étranger pendant leurs études. Il y en a quelques-uns. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on part à l'étranger? Qu'est-ce que ça fait? À la prise de parole en public, en amphi, c'est pas évident, mais voyez, on vous met en situation est-ce que tout de suite. Vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'on part à l'étranger? Qu'est-ce que ça apporte? Ouais. Pour les langues aussi. Voilà, ça fait partie des raisons. Pour enrichir aussi la connaissance d'une discipline, parce qu'on n'apprend pas la philosophie de la même manière en France, aux États-Unis, en Italie. Pratiquer une langue étrangère, plusieurs langues étrangères, parce qu'on se retrouve dans un environnement international. Connaître un autre système d'éducation, et quelquefois ça fait du bien aussi de voir qu'il y a des pays où il y a plus d'enseignement à distance, il y a plus d'enseignement par projet, ou au contraire, il y a un enseignement très très axé sur de la recherche bibliographique. Connaître un environnement professionnel, parce que quelquefois, quand on part aussi en stage. On vit des échanges interculturels, pas seulement quand on va dans les bars faire la fête, mais aussi dans la confrontation avec la recherche d'appartements ou dans le monde professionnel ou avec ses voisins. Et puis, on développe son autonomie. Nous, les étudiants, partent beaucoup en licence. Certains partent en master et certains, c'est la première fois qu'ils partent de la maison. Et il faut arriver à trouver un logement, se repérer dans un environnement moins connu. Et on apprend beaucoup. Et puis, bien sûr, toutes ces expériences enrichissent votre CV et favorisent l'insertion professionnelle. Donc, partir à l'étranger,
c'est riche. On peut partir sous plusieurs formes. On peut partir dans la mobilité d'études avec plusieurs façons de partir dans la mobilité d'études avec des séjours longs, des séjours courts. On peut partir en stage. Et puis on peut aussi partir pendant une césure entre 2 années. On peut faire participer à ce qu'on appelle une summer school qu'une université va vous proposer. Et puis on peut aussi partir en volontariat pendant ses études, pendant une césure, juste après son diplôme. Il y a plein de manières de partir à l'étranger. Alors, en 2022-2023, on a 670 étudiants chez nous qui sont partis en mobilité d'études en Europe et dans le monde. 30 qui sont partis dans des programmes courts et intensifs en groupe qu'on appelle des programmes intensifs hybrides en Europe et 460 qui sont partis en stage à l'étranger. Alors sur la mobilité d'études, ce que vous connaissez peut-être le plus, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est la mobilité dans le cadre d'un échange, une mobilité longue qui va être un semestre ou une année. Et donc, dans vos 180 crédits de votre licence, par exemple, vous allez obtenir 30 crédits ou 60 crédits pendant un semestre ou pendant une année. Vous restez inscrit juste à Lyon 3. Vous avez vos cours dans l'université partenaire, vous validez vos notes, vos crédits, et vous poursuivez votre diplôme de licence ou de master. Le degré d'intégration en plus, c'est le double diplôme. C'est à peu près la même chose, mais les cours que vous avez suivis dans l'université partenaire vous permettent d'obtenir 2 diplômes, le diplôme de Lyon 3 et le diplôme de l'université partenaire. Et puis, on ne peut pas forcément toujours partir 6 mois, 1 an. Et ben, on peut partir aussi de façon beaucoup plus courte dans des programmes qu'on appelle des programmes intensifs hybrides, qui sont en général construits par des enseignants de l'université avec des enseignants d'université partenaires. Et là, on part 5 jours en général sur une thématique, travailler en groupe avec des étudiants des universités partenaires. Et puis, avant ou après, on continue le travail de groupe à distance. Et puis, ça vous apporte 3 crédits dans votre formation. Alors, comment ça se passe une mobilité d'études? Alors, en général, avant le départ, on se prépare, on regarde les conditions de départ dans sa faculté, dans son institut. On se renseigne sur les universités partenaires pour savoir ce qu'on va bien pouvoir faire dans tel ou tel pays. On se renseigne sur les bourses de mobilité pour savoir à quelles aides on peut avoir droit. Pendant la mobilité, on suit les cours. Vous êtes accompagné par des référents au service des relations internationales, des référents académiques aussi, qui vous orientent sur le type de cours que vous allez pouvoir. Il y a des facultés où vous pouvez partir 1 fois, 2 fois au semestre, à l'année. Donc, vous découvrirez ça au moment où, en première année de licence, quand vous vous intéresserez à la question. Où on peut partir? À peu près partout dans le monde. On a 390 universités partenaires. Dans les pays du programme Erasmus, qui sont à peu près toute l'Europe, il y en a 151 et dans le reste du monde, 239. Ça vous laisse un large choix.
toutes les composantes n'ont pas des accords dans toutes les universités, mais il y a de quoi faire. Donc, comment ça se passe quand on prépare quand on a un projet de mobilité d'études, notamment? Eh bien, on se renseigne, comme je l'ai dit tout à l'heure, et tous les ans en octobre, il y a 12 jours d'événements autour de la mobilité où vous allez avoir un forum, vous allez rencontrer des étudiants qui sont déjà partis, vous allez avoir des conférences par pays, par composante. Vous allez peut-être devoir passer des tests de langue, puisqu'il y a des destinations pour lesquelles il faut certifier un niveau de langue. Vous allez passer des entretiens. Et puis en avril, vous allez savoir où est-ce que vous allez partir et vous allez pouvoir vous préparer de façon beaucoup plus concrète. Évidemment, une question qui se pose, partir à l'étranger, ça a un coût. Et il y a des aides qui sont des aides, qui ne financent pas tous, mais on a quand même la chance de pouvoir bénéficier d'une bourse de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'ensemble du monde, d'une bourse Erasmus pour le départ dans un pays Erasmus, donc en Europe, plus la Norvège et la Turquie. Et une bourse du ministère de l'Enseignement supérieur lorsqu'on est boursier Crous. Et si vous êtes boursier, si vous avez la bourse du Crous sur critères sociaux, pendant votre année à l'étranger, votre semestre à l'étranger, vous gardez votre bourse. Donc vous pouvez cumuler la bourse du Crous et une bourse d'aide à la mobilité. Vous pouvez aussi partir en stage et vous serez accompagné par le bureau des stages sur ce domaine. Et si votre stage est attributif, vous donne des crédits, est obligatoire, et si vous respectez le calendrier et les critères d'éligibilité, vous pouvez aussi avoir des bourses d'aide à la mobilité en stage. Évidemment, vous trouverez tout un tas d'informations, de témoignages, d'exemples sur le site internet pour commencer à mûrir votre projet. Et puis, Florence est là aujourd'hui et là toute l'année aussi et peut aussi vous renseigner. Et puis, si vous avez des questions tout à l'heure, eh bien, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup pour ce semi-marathon, mais c'était très réussi aussi. On a un troisième temps dans ces présentations qui concerne les parcours. On vous a fait rêver, on vous a montré la diversité de ce qu'il était possible de faire dans les murs ou hors les murs, avec tous ces programmes de licences, les majeurs, les mineurs, les doubles licences, qui était possible de faire dans des établissements partenaires sur l'ensemble de la planète. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment les étudiants, ou vous qui allez être futurs étudiants, pouvez en profiter pleinement. Qu'est-ce qu'on offre véritablement à l'université? Comment ça se passe, qu'on appelle alors pas encore les parcours de vie, mais en tout cas des parcours tout à fait significatifs. Donc je vais demander, après les avoir remerciés, je vais demander à chacun d'entre eux de se présenter rapidement. Et puis j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions, puisque c'est ce que viennent chercher les parents et les plus jeunes. Comment ça va se passer pendant les 3 années, les 4 années, les 5 années, les 6 années, et quand on aime, comme on ne compte pas, on va jusqu'à un doctorat, vous l'avez compris, jusqu'à 8 ans. Donc c'est vraiment vivre dans l'université, avec l'université. On va commencer peut-être par Noé. Noé qui est étudiant en première année de master de droit des affaires, après une licence de droit privé, mais il va nous raconter comment ça s'est passé depuis le bac jusqu'au point où il en est aujourd'hui, avec un projet qui semble relativement bien défini. Bonjour à tous. Mon parcours a commencé à Lyon 3 dans une licence qui correspondrait en fait actuellement à une majeure droit, mineur droit. Donc j'ai fait toute ma licence à Lyon 3 avec une deuxième année qui correspond à une majeure droit mineur prépa IEP qui en fait permet aux étudiants de Lyon 3 d'être la moitié de l'année à la fac de droit et la moitié de la semaine à la fac de droit et l'autre moitié de la semaine de préparer les concours
pour entrer aux instituts d'études politiques à l'Institut des Chartreux. Donc voilà, c'était très intéressant et ça permet à la fin de cette année d'essayer de passer les concours. Le fait est que moi j'ai échoué et donc je me suis après orienté vers une troisième année de licence de droit privé et je suis parti à l'étranger en Master 1 en Espagne, à Grenade. Qui est une expérience que je recommande fortement aux étudiants, notamment les étudiants comme moi qui n'étaient pas forcément intéressés de base par un parcours purement orienté vers le droit. J'ai cherché en fait tout au long de mon parcours de lier le droit à d'autres choses. Et donc pour les étudiants qui sont un peu dans le même état d'esprit, c'est quelque chose que je recommande parce que ça permet de voir autre chose que le droit. Et actuellement, je suis donc en Master 1 droit des affaires avec une mention droit du cinéma et de l'audiovisuel. Donc là aussi, ça montre un peu toute l'étendue des parcours qui existent au sein de cette faculté. Et bien voilà, c'est à peu près tout pour faire en résumé. Voilà. Donc le parcours n'est pas totalement linéaire, mais je pense qu'il y a eu des temps de réflexion, il y a eu des temps de maturation, et maintenant le projet semble parfaitement clair. On reviendra sur d'autres aspects, bien évidemment. Deuxième témoin sur ce plateau, Pauline, qui est étudiante en master recherche d'études anglophones après une licence de lettres modernes, une licence LCER anglais et un DU de langue et culture coréenne. Alors expliquez-nous comment on peut mener tout ça de front et arriver brillamment, j'imagine, en master recherche d'études anglophones. Bonsoir. Alors moi, j'avais beaucoup hésité après le bac entre une prépa et la double licence, donc qui était une double licence de lettres modernes et de LLCER anglais. Et j'avais opté du coup pour la fac, qui me correspondait plutôt par rapport à la prépa, qui me faisait un peu peur. Et je pense que c'était le bon choix pour moi parce que ça m'a complètement plu. Je pense que je me serais ennuyée dans une licence simple et donc c'était vraiment la bonne quantité pour moi d'avoir ces deux licences. Et donc j'ai fait ces deux licences, donc lettres et anglais. En L3, je suis partie à l'étranger aussi. Je suis partie aux États-Unis, à Seattle, ce qui m'a énormément plu. Et donc j'hésitais après entre continuer dans les lettres ou continuer dans les langues. J'ai décidé de continuer dans les langues et donc maintenant je fais un master donc, de recherche en anglais où je me concentre sur la littérature américaine et donc c'est dans l'optique de faire de la recherche plus tard, donc de partir sur une thèse. Très bien, avec tout un tas d'activités en parallèle, il y a des jobs, il y a vraiment des passions, des centres d'intérêt variés, donc on arrive à faire beaucoup de choses quand on est à l'université, c'est ça qui est génial. Enfin, Guillaume, qui est étudiant en troisième année en droit privé, qui est, alors je prends l'appellation officielle, qui est référent étudiant auprès du doyen de la faculté de droit et qui lui aussi a un projet qui est tout à fait clair. Donc il ne va peut-être pas faire beaucoup d'années à l'étranger, il va nous le dire, puisqu'il veut devenir professeur des universités. Chers collègues, vous avez la parole. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Mon parcours, moi, il a commencé par un bac ES, à l'époque ça s'appelait comme ça. Puis ensuite, j'ai fait un autre bac, j'ai fait un bac S pour aller en médecine. Donc j'ai fait la première année de PASS, j'étais admissible au concours, mais je ne l'ai pas réussi. Je me suis donc orienté en droit, j'ai fait ma première année de droit à Lyon 3, et puis ensuite j'ai pu également intégrer, comme il vous a été présenté tout à l'heure, le parcours, ce qui s'appelle un peu de la réussite avec notamment le collège de droit, qui sont certains dispositifs permettant on va dire, d'acquérir certaines capacités et connaissances supplémentaires. Et ensuite, actuellement, donc, je suis en troisième année de licence 3 de droit privé. Et effectivement, plus tard, j'aspire à faire un master plus orienté en recherche, donc culture judiciaire, et ensuite partir en thèse avec une mention de droit européen et international en thèse, pour ensuite espérer avoir l'agrégation des professeurs des universités en droit. Très bien. Donc un autre parcours qui est tout à fait intéressant. Alors, je vais vous poser quelques questions. Vous répondrez les uns après les autres dans l'ordre qui vous convient le mieux. Il y en a qui vont se précipiter peut-être sur certaines de ces questions. La première question, c'est comment avez-vous vécu la transition lycée-université? Parce que ça peut faire peur. On a entendu des gens qui rentraient dans cet amphi en disant oh, « Mon Dieu, un amphi avec 250 places. » Parfois, on a des amphis de 445 places.
Donc, comment vous vous êtes senti quand vous avez franchi la porte de l'université au mois de septembre, il y a quelques années, mais je ne pense pas que les choses soient fondamentalement différentes. Comment ça se vit? Bah, alors même en venant d'un gros lycée, ça fait un peu bizarre au début, les gros amphis. Et encore, moi, du coup, en lettres et en anglais, c'était plutôt des petits amphis par rapport à des amphis de droit. Mais du coup, on se retrouve dans une sorte de masse au début, et puis après, petit à petit, on se fait des amis, on reconnaît des visages. Ça se fait petit à petit. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un petit choc en arrivant. On arrive à se faire une place, surtout grâce au TD, où du coup, donc c'est des cours qui sont en plus petits groupes que dans des amphis. Et avec les activités aussi extrascolaires, donc les associations ou les sports qui permettent de rencontrer d'autres personnes, ça aide aussi vachement à se créer un groupe. Après, moi, c'est vrai que ça a été un peu différent parce qu'il y a eu le Covid au milieu. Oui. Mais Oui, alors on précise qu'il y a les cours magistraux qui se déroulent plutôt dans des grandes salles ou dans des amphithéâtres. Il y a également les travaux dirigés qui viennent en appui, qui permettent d'appliquer, de prolonger, de débattre sur les sujets qui ont été abordés dans les cours magistraux. Et là, on est avec des effectifs qui peuvent varier entre 24 et 36 selon les disciplines pour aller un petit peu plus loin. Et c'est là qu'en général, vous faites un réseau de connaissances ou d'amis. Noé, Guillaume? Moi, au début en médecine, on était dans des amphithéâtres où on était entre 600 et 800 personnes. Oui, c'est encore autre chose Pour qu'ici. commencer, effectivement. Et après, donc la première année de droit, pour commencer, les amphithéâtres sont quand même bien pleins les premières semaines, avec à peu près 450 étudiants. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Il fait chaud aussi en début d'année. Mais après, j'ai envie de dire, au fur et à mesure de l'année, on en voit parfois qui partent. Et aussi, il y a parfois des cours qui sont mis en ligne. Donc c'est vrai qu'on a la possibilité aussi parfois de faire des cours qui sont retransmis en ligne. Et il y a effectivement aussi les travaux dirigés où on est en plus petit groupe. Donc c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures on va dire, dans l'arrivée à la fac. Noé, merci. Oui, comme disait Pauline, je pense que c'est important de faire d'autres activités en parallèle de la fac, par exemple des activités sportives ou toutes les autres activités qui sont proposées au sein de la fac. Des activités culturelles aussi, il y a des associations qui font du théâtre, par exemple, des choses comme ça. Et je trouve que c'est assez important parce que c'est vrai qu'à la fac, bah, il y a vraiment beaucoup de monde et parfois c'est un peu difficile de tisser des liens. Donc, les TD et ces activités parallèles sont pour moi importantes. Alors, j'apporte également une précision pour ne pas traumatiser les lycéens qui viennent de réussir leur bac et qui intègrent l'université. On les fait rentrer de plus en plus tôt. Il est possible que la journée de pré-rentrée dans la majorité des composantes se déroule fin août ou tout début septembre. Donc là, on garde à peu près le même rythme. Et puis, on a des journées de pré-rentrée où on présente ce qui se passe au sein de la formation. Il y a également une journée véritablement d'accueil avec les activités qui sont un petit peu plus à caractère festif, qui permettent cette intégration, cette découverte et du site et de ses ressources, et toutes les associations qui sont autour, que ce soit dans le domaine des associations étudiantes, associations sportives, associations culturelles, dont vous pouvez disposer, auxquelles vous pouvez avoir accès. Alors, ma deuxième question va porter plutôt sur l'international. On essaye de varier un petit peu. Que vous a apporté le passage par l'étranger pendant une année, Pauline? Guillaume, je ne sais pas si vous avez probablement des projets, puisqu'il y a du droit international, donc c'est peut-être pour les années à venir. Pauline, tout d'abord. moi, c'est vraiment à l'étranger du coup que j'ai trouvé ma vocation pour les années qui sont venues après ma licence. Donc, où j'étais pas vraiment sûre de ce que j'allais faire, et du coup l'année à l'étranger m'a permis de confirmer ce dans quoi je voulais vraiment me lancer ensuite. Après, c'est aussi au niveau social, c'est vraiment une super expérience, et aussi au niveau de l'autonomie, parce que du coup on se retrouve pas seul, parce qu'il y a d'autres étudiants de Lyon 3 qui se retrouvent souvent dans la même université dans le cadre d'un échange, mais on se retrouve quand même loin de sa famille, loin de ce qu'on connaît. Il faut s'adapter. Et je pense que du coup, on développe des atouts qu'on n'aurait peut-être pas développés, ou pas aussi rapidement, si on n'avait pas une expérience comme ça. Et comment on se réintègre à Lyon 3 quand on revient dans les locaux, soit de la manufacture, soit des quais, parce que ça peut être difficile. Aussi, c'est une deuxième entrée à l'université, d'une certaine façon, surtout après un an. Pour moi, ça a été, je pense, différent par rapport à d'autres composantes, où la plupart des gens qui suivent mon cursus font la même année de mobilité, la même année. Donc on revenait un peu tous de l'étranger.
Donc du coup, il n'y a pas trop eu de gros changements par rapport aux autres qui n'auraient pas eu cette expérience. Donc c'est vrai que c'est agréable d'avoir des gens avec qui échanger. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très important aussi, les forums à la rentrée, qui permettent de rencontrer à la fois des gens qui viennent de partir et des gens qui veulent partir, de pouvoir échanger de ces questions-là. Souvent aussi, on a donc ce côté nostalgique où on vient de rentrer, on a bien profité de notre année à l'étranger et parfois on n'avait pas trop envie de rentrer. Enfin, voilà, je pense que c'est ces échanges qui sont très importants aussi. Merci. Noé? Pour l'apport de l'étranger dans un parcours scolaire, en fait, tout a un peu été dit, mais c'est vrai qu'en termes de relations humaines, c'est vraiment très, très riche. En termes aussi de diversité de systèmes éducatifs, comme il a été dit, c'est très intéressant de voir d'autres fonctionnements d'université. Même d'autres fonctionnements de comment travaillent les élèves. Des fois, ça peut varier. Des instruments qui ne sont pas à Lyon 3 et qui sont disponibles dans d'autres facultés. Mais oui, c'est vraiment très intéressant et ça permet de voir autre chose, de sortir de sa zone de confort. C'est très intéressant. Et pour la réintégration après à la fac, je pense qu'il faut quand on part à l'étranger, il faut se mettre à l'esprit que ça ne dure qu'un an et que dans tous les cas, à la fin des 1 an, on va devoir réintégrer. Si on part à l'étranger avec cet état d'esprit-là, au final, la réintégration ne se fait pas, n'est pas si difficile que ça. Et si on justifie bien l'année étrangère, même dans la faculté de droit où des fois, le départ à l'étranger n'est pas forcément très valorisé. Si on justifie ce départ à l'étranger, c'est pas un problème du tout. Aujourd'hui, donc, vous faites partie tous les trois de ce qu'on peut appeler des étudiants un peu ambassadeurs qui interviennent pour le compte du SQIP dans les lycées ou sur différentes manifestations des salons, des journées portes ouvertes. Qu'est-ce que vous apportez aux lycéens? Quel est le regard que vous pouvez porter? Quelles sont les angoisses que vous pouvez essayer de réduire, en tout cas de minorer quand vous adressez à eux par rapport à la représentation que l'on continue à se faire du monde universitaire que vous connaissez maintenant d'intérieur avec votre implication? Vous connaissez les portes auxquelles il faut frapper quand il y a des situations un peu plus compliquées. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous apportez? Je ne sais pas, on va peut-être commencer par Guillaume, en tant que référent, comme il est référent auprès du doyen de la faculté de droit, qu'est-ce qu'il peut faire remonter? Et dans l'autre sens, qu'est-ce qu'il apporte à de futurs étudiants de l'université Jean Moulin Lyon 3? Alors déjà, la première question qui m'est très souvent posée, c'est qu'est-ce que c'est que le droit? Pour ma part, je fais du droit. Qu'est-ce que c'est que le droit? Qu'est-ce qu'on fait en droit? C'est vrai qu'il y a une appréhension de la faculté de droit qui n'est pas forcément la bonne, j'ai envie de dire. Très souvent, on entend parler des matières du type droit pénal. C'est souvent aussi des matières qui sont, j'ai envie de dire, télévisées, qu'on voit à la télévision, qu'on voit dans les faits divers, dans les journaux, la matière pénale. La matière pénale, à titre d'exemple, elle n'est pas vue avant la 2e année de droit, qui est simplement du droit pénal général, et le droit pénal spécial, et pour ceux qui font du droit pénal en master, vu en master uniquement. Donc déjà, c'est présenter aussi quelque part le programme du droit, et présenter le programme d'une licence est très important. Puisque c'est vrai que, par exemple, dans une licence de droit, en première année, pour ceux qui prendront un parcours majeur droit, mineur droit, il y aura des cours d'économie, d'introduction à la science politique, d'introduction aux relations internationales. La mention droit enfin, les matières de droit sont bien évidemment présentes, mais il y a aussi une certaine dimension d'ouverture dans d'autres matières. Également aussi l'appréhension au niveau des moyennes, c'est quelque chose qu'on me demande très souvent. J'ai envie de dire, moi, les moyennes, c'est pas ce qui reflète le plus un étudiant. C'est surtout, j'ai envie de dire, la motivation et la capacité de travail. Un étudiant qui souhaiterait avoir un parcours du type majeur droit, mineur sciences politiques, qui est un parcours qui est quand même très demandé et dont les places sur Parcoursup sont limitées. Bien évidemment, la charge de travail, ou on va dire la capacité de travail, est quand même un peu supérieure à celle d'un parcours majeur droit, mineur droit. De même que pour d'autres types, notamment par exemple la majeure droit mineur santé, donc la LAS, pour avoir fait un parcours médecine,
les étudiants confondent très souvent cela avec du droit de la santé, qui est très différent. Donc c'est vrai que du coup, d'avoir, on va dire, les étudiants en face permet de mieux, on va dire, leur expliquer les différents parcours au travers des maquettes universitaires qui sont très importants à comprendre. Et il y en a qui finalement se rendent compte que ah, les matières enseignées sont pas celles dont j'avais l'impression, sont peut-être pas celles que j'ai vraiment envie d'étudier, est-ce que j'ai vraiment envie de m'orienter là-dedans. Je pense que la maquette universitaire est très important à prendre en compte pour ces études. Merci. Pauline? Tu viens de parler de la réorientation, on a parlé du redoublement. Je pense que c'est autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a très peu en fait, de parcours linéaires au final. La plupart des gens qu'on rencontre viennent d'horizons très différents. Plus on avance, plus on se rend compte que chacun a un parcours très différent. Et c'est quelque chose qui apporte de la richesse. Et je pense que c'est quelque chose il faut vraiment pas avoir peur de ça, surtout la première année et encore plus le premier semestre, où on découvre des choses. Si ça nous plaît pas, il faut pas avoir peur de chercher des moyens de changer cette situation. Et c'est vraiment pas un malus dans son parcours de s'être réorienté, surtout si au final ça nous plaît pas. Oui, Je rajoutais une chose justement pour le droit, par exemple l'école de la réussite. Donc pour ceux donc des lycéens qui viendraient de filières professionnelles ou même technologiques, ce n'est pas du tout une punition, bien au contraire, c'est vraiment une vraie chance de réussite. À titre d'exemple, une personne qui a un bac STMG a à peu près 8% de chance de réussite. Avec l'école de la réussite, la première année, c'est 100% de chance de réussite. Les chiffres sont là. Merci, vous faites bien la promotion de l'école de la réussite. C'est parfait. On ne l'a pas payé très cher pour la soirée, je vous rassure. On est soucieux des deniers publics. Bien, merci pour ces témoignages. Vous restez bien évidemment sur le plateau. On va passer au temps des questions de la salle. Alors, sous les projecteurs peut-être, Didier fait passer un micro. Il y a également Ninon, il y a Nina dans l'amphi également. Donc, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes pour les échanges, pour les questions. Alors, j'aimerais revenir sur la présentation, sur la première diapositive. Oui. Donc, on a présenté les taux de réussite en licence. J'aimerais qu'on distingue peut-être le taux de réussite et le taux d'accès au master. J'ai entendu par oui dire qu'il arrive, suite à une réussite en licence, qu'on se retrouve sans possibilité de faire le master choisi. Alors, j'aimerais savoir comment ça se passe dans ce cas-là et quelles sont les passerelles possibles. Alors, je ne repère pas la personne... Ah, pardon, vous étiez caché, pardon. Eh bien oui, parce que le master est sélectif. Donc, une fois que j'ai dit ça, j'ai à peu près tout dit. On a des étudiants qui vont faire leur cycle de licence en 5 ans, parfois même un peu plus, qui ont des notes qui ne sont pas terribles. Quand on arrive dans un master qui est sélectif, il y a un classement qui est fait et les étudiants qui sont les mieux classés par rapport à leurs notes, par rapport à leur projet, par rapport à leur cursus antérieur, par rapport à leur motivation, en gros par rapport à leur dossier, auront, mais ça me semble assez juste, naturellement, plus de chances d'intégrer le master de leur choix que d'autres. Donc bien naturellement, certains se retrouvent sans master à l'issue de leur licence. Néanmoins, il y a des dispositifs qui, et notamment ce principe qui nous rend fous en même temps parce que c'est en même temps sélectif et il y a le droit à la poursuite d'études, il y a la saisine du recteur. Donc les étudiants font une saisine du recteur pour obtenir le master de leur choix. Alors c'est sûr que moi je le dis souvent aux étudiants, je pense qu'il faut faire preuve de cohérence aussi. Si on a un parcours qui n'est pas le mieux du monde, mais bon, après ça s'apprécie par rapport à des critères différents. Qu'on postule sur la plateforme, qu'on a fait par exemple, on parle de droit, on a fait droit public, mais qu'on veut faire après, je sais pas, droit des affaires avec droit et ingénierie financière, qu'on n'a aucune connaissance dans tous les domaines du droit des affaires, droit des sociétés, finance. Bon, il y a peu de chances qu'on soit pris parce que ça n'est pas cohérent. Et donc, à un moment donné, l'étudiant peut faire une saisine, peut demander à ce qu'on doit lui proposer d'intégrer des masters, mais là où il reste de la place. Et bien souvent, c'est parce qu'il veut. Et donc là, on est obligé de faire une proposition et l'étudiant peut la refuser. Et donc, ce qui est terrible avec les saisines, c'est qu'aujourd'hui, on a
beaucoup, on est obligé de faire ces propositions-là, mais les étudiants les refusent parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Donc moi, le seul conseil que je peux donner aux étudiants, même si on n'a pas forcément des parcours linéaires, c'est de travailler régulièrement, de pouvoir consolider son dossier. Et s'il est en apparence pas très cohérent, comment j'arrive à lui donner de la cohérence par rapport à la motivation que je fais et au projet professionnel que j'ambitionne et à la poursuite d'études que j'ambitionne. C'est à l'étudiant de faire l'effort. Je m'occupe de la plateforme Mon Master, j'ai toutes les statistiques et je peux vous assurer que la plupart du temps, c'est que les étudiants ne sont pas cohérents par rapport à ce qu'ils veulent faire. Non, ce n'est pas un concours. Un concours, vous pouvez être très bon et ne pas avoir de place. Là, c'est si vous n'êtes pas bon. Alors, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Les étudiants postulent. C'est comme un peu Parcoursup. Voilà, les étudiants postulent sur une plateforme. C'est une analyse des dossiers qui est faite. Il y a des entretiens qui sont faits. Il y a des examens qui sont faits. On a eu, à l'Université Lyon 3 l'an dernier, on a eu 50 000 demandes en master. Il y a 3 500 places. Voilà. Alors, sur les 50 000 demandes, il y a ceux qui ont multiplié le nombre de demandes dans toute la France et qui n'ont pas été pris, là où ils voulaient, forcément. Et il y a ceux qui se désistent très vite. C'est comme sur Parcoursup, par le jeu des désistements. Parce qu'une fois qu'on a le vœu qu'on veut, bien on le confirme. Et on est tranquille et on libère des places pour ceux qui attendent. En master, c'est pareil. Sauf que le processus de recrutement est il y a plus de regard sur le parcours antérieur de l'étudiant et sur sa motivation à poursuivre dans le master qu'il souhaite. Mais on voit loin, là, déjà, si vous êtes pour l'entrée en licence. Il faut se projeter, mais bon. Voilà. Mais c'est sûr que le taux de pression, il est fort. Plus vous demandez un master demandé, plus il faut avoir un bon dossier. Mais je crois que c'est la vie, ça aussi. Simplement, j'aimerais aussi revenir sur une chose, c'est qu'à Lyon 3, donc pour la fac de droit, c'est la deuxième faculté la plus demandée au niveau des masters. Il y a eu cette année 30 000 demandes pour 1000 places. En master de droit pénal, c'est 70 places pour 4000 demandes. Généralement, les étudiants qui ne sont pas pris, qui font les recours recteurs, sont ceux ayant 10, 10,5 de moyenne. Je tiens aussi à préciser une chose, c'est que dans toute la France, en tout cas pour le droit, il y a autant d'étudiants qui veulent de master que de places de master disponibles. Mais il y a un moment, il faut faire une mobilité à Vannes, à Pau, et le droit pénal enseigné à Lyon 3 et le droit pénal enseigné à Pau ne changent pas. Le droit est le même de partout en France. C'était au XVIe siècle, c'était un peu différent. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est le même pour tout le monde. Donc, il faut être aussi effectivement cohérent entre son parcours et ce que l'on veut. Une question ici, à gauche. Est-ce que le parcours de la réussite en première année, en 2 ans, il est considéré comme une mineure ou pas? Ou est-ce qu'on peut choisir avec une autre mineure avec ce parcours? Non, l'école de la réussite, c'est un parcours sur mesure, en fait avec une petite promo d'étudiants où la première année se fait en 2 ans. Et donc, c'est un programme particulier sur mesure fait pour ces étudiants. On a un suivi d'ailleurs de cohortes, ce qu'on appelle les cohortes, c'est les étudiants entrés en première année. On les suit parce qu'on est... on est en train de faire aussi une étude sur ces parcours-là. C'est ce que vous pouvez voir, par exemple, sur Parcoursup. Vous verrez les parcours WICI. C'est dans cet état d'esprit-là. Et on a effectivement, on fait des expérimentations au niveau national qui vont servir, en fait, à un moment donné, au ministère à proposer, généraliser, mais il faut qu'on ait une analyse de cohorte plus longue. Mais c'est pas... Là, vous ne choisissez pas... Vous choisissez l'école de la réussite, enfin on vous la propose en général. Beaucoup d'étudiants la refusent, moi je rejoins et je l'ai dit au début parce qu'ils pensent que on leur fait faire la première année en 2 ans. Ben oui, mais comme beaucoup vont la faire en 2 ans la première année. Je l'ai faite en 2 ans, vous voyez, comme quoi. Oui, excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les taux de réussite ou d'échec de la licence et surtout entre la première et la deuxième année? Les taux de réussite en première année, en gros, mais c'est vraiment très en gros.
un tiers de réussite. C'est ceux qui restent, en fait, qui s'accrochent, qui vont en cours. Et, non, mais ceux qui restent, c'est-à-dire ceux qui s'accrochent, c'est-à-dire qui viennent en cours, qui travaillent régulièrement. Il y a les séances de TD, mais il y a aussi les cours magistraux. C'est pas une bonne chose que de ne pas venir en cours magistral, même s'il n'y a pas de contrôle d'assiduité. On est présent, on se tient informé, on lit des liens, on noue des liens, pardon, on s'entraide aussi entre étudiants. Alors moi j'aime bien, il y a des associations qui préparent des soirées ou des après-midi révision, tutorat. Il y a un étudiant de L3 qui vient aider des L1, ça arrive dans certaines composantes. Et même entre les étudiants, moi je crois beaucoup à la solidarité. Je crois qu'on réussit ses études jamais tout seul dans son coin. Alors, sauf certains parcours particuliers, mais que ce n'est pas ce que nous proposons à l'université. Et moi, je trouve que s'accrocher... les étudiants sont très motivés en début d'année. L'enquête d'insertion, enfin l'enquête sur les conditions d'enseignement qu'on a fait cette année, montre que les étudiants sont très motivés en début d'année et puis que le taux de motivation va en descendant. Une fois qu'on a découvert et qu'on a fait toutes les bêtises, qu'on va boire des verres à droite, à gauche, qu'on a appréhendé, parce que ça fait partie de la vie étudiante, et ça c'est très important, on se lasse un peu, et les cours, en fait, c'est pas anodin. Et un cours en amphi, on a déjà appris une partie, voilà, en venant en cours. Petite illustration, ce n'est pas du tout représentatif, bien évidemment. Je discutais avec une surveillante qui est là depuis une dizaine de jours pour surveiller des examens de première année de licence. Elle me disait, je suis effaré, à 8 h du matin, il y a plusieurs étudiants, voire plusieurs dizaines d'étudiants qui dorment, qui attendent la fin de la première heure pour quitter, puisqu'on est dans l'obligation de rester pendant 1 heure sur un examen de 2 heures ou de 3 heures. Je pense que la motivation doit être assez moyenne pour ces personnes-là. Donc après, il faudrait recalculer pour voir ceux qui sont effectivement capables d'aller jusqu'au bout, qui ne se sont pas trompés. Il y en a qui reconnaissent qu'effectivement, ils se sont trompés. Il y en a qu'on ne verra plus à partir du mois de janvier, très probablement aussi. Donc ça, c'est une des difficultés que l'on peut avoir, mais on ne peut pas généraliser. Ça va dépendre des formations, ça va dépendre des années aussi, mais on a aussi ces publics qui ont été acceptés dans des formations et qui ne jouent pas, enfin de mon point de vue, qui ne jouent pas totalement le jeu. Oui, bonjour, j'aurais une question au niveau de l'IAE. J'ai peut-être pas très bien écouté, je m'en excuse. Est-ce qu'on pourrait rappeler les licences de l'IAE qui sont sélectives? Après, j'en profite du coup pour une seconde question. Est-ce que vous avez des accords avec des prépas pour des étudiants de prépa qui éventuellement décideraient de se réorienter? Si oui, avec quel prépa de Lyon? Et sous-question, est-ce que ces accords avec ces prépas permettent d'intégrer des licences sélectives de l'IAE? Les licences sélectives en première année, à part les doubles licences gestion et langue et le DCG, les autres ne sont pas sélectives, elles sont sur Parcoursup au même titre que n'importe quelle autre licence. Après, on a le public... Oui, j'essaie de répondre à vos questions, hein, donc... Une licence majeure business et management avec 45 places et 4000 demandes, donc c'est sélectif. Alors, elles sont toutes sélectives parce qu'elles ont toutes une capacité d'accueil limitée. Dans ce cas-là, si c'est ça sélectif, mais ce n'est pas nous ce que l'on entend par sélectif et ce n'est pas la définition du ministère. Sélectif, c'est qu'on fait la sélection, pas uniquement sur la base des critères et des attendus qu'on a rentrés et qui sont lisibles sur la plateforme, lisibles sur les sites, qui sont communs généralement à la plupart des licences de la même discipline et de la même orientation. Sélectif, ça veut dire qu'on fait des entretiens, qu'il peut y avoir un concours d'accès, qu'il peut y avoir des épreuves écrites qui permettent de rentrer, et ce n'est pas du tout ce qui est fait. Mais effectivement, le taux de pression, ce qu'on appelle le taux de pression, c'est le nombre de vœux par rapport au nombre de places. On voit bien que parfois, il est très élevé. Sachant que le taux de pression, il est parfois, c'est un peu parfois trompeur parce qu'on peut avoir un taux de pression élevé, mais avec beaucoup d'étudiants qui ont fait ce vœu sans forcément le vouloir en priorité. Il n'y a pas d'hiérarchie des vœux. Donc nous, on travaille vraiment en aveugle. Et voilà, et on peut, voilà, on n'y voit rien, effectivement, on peut parfois sélectionner, on classe tous les étudiants sur Parcoursup, et il n'y en a pas beaucoup qui vont venir parce qu'en fait, c'était un deuxième vœu qu'ils ont fait comme ça, pour voir. Voilà. Donc, nous, on gère aussi avec cette
avec ce mode de fonctionnement-là qui nous est imposé, mais qui nous va bien. On s'en accommode et on trouve les moyens de le faire fonctionner efficacement. Mais par définition, et vous allez voir, en droit, il y a 10 000 demandes en première année. Voilà. Après, il faut regardez bien sur Parcoursup le rang de classement du dernier appelé de l'an dernier. Ça va vous donner une idée. Par exemple, si vous allez le voir, les parents, ils sont inquiets. J'étais dans cette situation l'an dernier, mais quand les gens me disaient, mais elle est combienième ta fille, je dis, je sais pas ça, il n'y a pas assez de chiffres pour dire. Le dossier n'était pas bon non plus, hein, je parle vraiment en toute connaissance de cause. Bah, en fait, elle remonte dans les classements parce que les gens se désistent au fur et à mesure. Et même si vous êtes 4 millième, vous avez vos chances. Alors, tout dépend des filières. Et les CPGE, donc les CPGE, c'est les étudiants qui sont en prépa. Il y a une obligation dans l'ensemble des prépas, alors publics de Lyon, mais également on a un certain nombre de prépas privés. Il y a une obligation pour les étudiants qui sont inscrits en prépa, en école préparatoire, que ce soit en lettres, en langue, non pas en langue, en lettres, en éco-gestion, d'être inscrits à l'université. Donc nous, on en a à peu près 1500 cette année qui sont inscrits, et il y a effectivement des passerelles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils peuvent, au bout de 2 années, réintégrer l'université, voire au bout d'une année, parce qu'ils ont des crédits ECTS, voire même en début d'année. On a accueilli à l'IAE là récemment, alors c'est parce que je suis tombée sur la maman qui m'a dit « Ah, bah, ma fille vient d'intégrer l'IAE ». J'ai dit « Ah bon, mais elle n'était pas en prépa ». Horrible pour elle, donc en fait, elle a demandé à intégrer l'IAE. Le modèle ne lui plaisait pas. Et elle l'a intégré en début d'année. Voilà, on arrive à le faire de cette manière-là, donc il y a des passerelles, effectivement. Mais on réintègre un parcours de l'IAE. Bonsoir, merci pour les présentations qui étaient plutôt claires. Pour être sûr d'avoir compris, vous disiez il y a un tiers de réussite en fin de première année? En gros. Non, mais sans être précis, vraiment, sûr de... c'est les statistiques qui étaient tout à l'heure. En 3 ans, en fin de première année, ça ressemble à ce qu'il y a en 3 ans. J'étais pas sûr d'avoir bien entendu, mais OK. 35%, en gros. C'était pas deux questions. Par rapport au taux d'accès entre la licence et le master, on parle de nombre de demandes et vous expliquez qu'en fait, il y a des gens qui faisaient plein de demandes. À la fin, en fait, il y a combien d'élèves uniques qui demandent à passer de licence en master pour le regarder au regard, pour savoir si c'est vraiment sélectif ou pas? Alors ça, c'est plus compliqué à le dire, parce que nous, on regarde des nombres de vœux, et un étudiant peut faire jusqu'à 30 vœux en master. Donc ça aussi, ça crée un embouteillage monstrueux. D'où ma question sur le dédoublonnage en gros, des demandes. Ce qu'il faut retenir, il y a 200 000 à peu près diplômés de licence chaque année. Les 3 ans, alors qu'on les fait en 2, 3. Il y en a qui font on va proposer, parce qu'il y en a qui ont faim, des diplômes de licence en 2 ans. Hein, ça se fait dans certaines universités, pour ceux qui carburent. Un diplôme de licence, 200 000 diplômés de licence chaque année, 200 000 places en master. Alors le ministère, il est aveugle de ce point de vue-là. Il dit, ça correspond. Ça répond à ma première question, du coup. La deuxième, j'ai pas vu, ou je suis peut-être arrivé un poil trop tard, parler des stages. Et à quel moment on peut intercaler des moments de stage fin de 2e, fin de 3e année? Alors, comment ça les fonctionne? stages facultatifs sont toujours possibles sur tout le cursus. Parfois, vous allez avoir des stages obligatoires. Dans certaines composantes, les stages sont obligatoires ne serait-ce que par rapport à la discipline. Dans certaines composantes, dans les maquettes de formation, le stage est valorisé. Il est attributif de crédits. L'étudiant obtient des crédits en fonction du stage. Voilà, donc il y a différentes palettes, mais on peut tout à fait faire un stage à tout moment pendant son année, alors qu'on ne va pas peut-être valoriser par rapport à l'obtention du diplôme, mais par rapport à son parcours universitaire. Un étudiant, souvent en master, quand vous rentrez en master, c'est pour vous professionnaliser. Dans beaucoup de disciplines, on va vous demander les attestations de stage que vous avez pu faire. Si on demande cet élément-là, c'est qu'on estime que c'est un critère important et un attendu important, oui, pour rentrer dans le master. Donc on peut en faire tout au long de l'année.
À titre d'information, pour les filières de type droit, la licence de droit, j'ai dû signer plus de 150 demandes de stage depuis le début de l'année universitaire pour des gens qui sont en première, en deuxième, en troisième année. Quel est leur objectif? C'est de voir si une activité d'avocat peut leur correspondre, si une activité notariale peut leur correspondre, si le travail dans un environnement de la police nationale peut leur correspondre. Donc, dans un premier temps, c'est plutôt de la découverte. Et puis, progressivement, ça va être des stages de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et effectivement, sur les parcours, sur les années de master, là, vous avez pratiquement dans toutes les formations des stages obligatoires qui peuvent aller jusqu'à 6 mois en dernière année de master. Donc, il y a cette progressivité, bien évidemment. Oui, monsieur. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Ma question concerne la majeure droit mineur santé. Plusieurs questions. La première, c'est combien vous avez de place sur cette filière-là, droit santé, sur le LAS, en première année? Combien d'élèves la demandent? Et peut-être question piège, c'est est-ce que vous connaissez la proportion de ceux qui ont fait cette première année, majeure droit option santé, et qui ont eu accès justement à la deuxième année santé? Et dernière interrogation, c'est où est-ce que, oui, après je m'arrête, promis, où est-ce qu'on peut trouver, Guillaume, c'est ça que tu parlais tout à l'heure justement des matières, où est-ce qu'on peut avoir accès aux différentes matières enseignées sur cette première année, que ce soit pour le droit ou sur l'option santé? Alors, Voilà, moi, je vais répondre à la question puisque on fait un travail monumental d'alimentation de notre site Internet. Donc, en gros, vous pouvez aller... Je ne sais pas si on n'est pas connecté. Hein. Oh là là. Si on est connecté, normalement, j'ai mis le lien là. Voilà. Donc, je vous invite sur la page de la fac de droit. Bah, tu vas sur formation. Ouais, par exemple. Et là, alors, c'est pas celle qui est le plus développée. L'IAE a quelque chose de plus développé, mais c'est pas grave. Hein, on va laisser. Pourquoi? Ça coince? Voilà. Et ici, par exemple, offre de formation en licence, vous cliquez dessus. Vous avez la présentation. Donc déjà, vous avez les présentations qui sont faites de toutes les mineures. Donc ce que je vous ai présenté ici, quand vous cliquez sur un parcours, je sais pas, on va prendre la première. Hein. Droit, ouais, c'est peut-être la plus simple. Voilà, vous avez plusieurs onglets. Donc ici, présentation, admission, programme et après. Vous avez des chiffres clés. Vous avez toute l'information. Alors, je crois que c'est le site le plus complet au monde. Parce que, et voilà, et qui va être en anglais en plus. Non, mais voilà, pour nous, c'est... Alors, voilà. le taux de réussite de 45. Ouais, c'est la session 2020. C'est la session 2020 qui est l'année Covid. Voilà. Et là, vous avez une présentation alors par l'assesseur Ludovic Paillet en charge des licences. Vous avez objectif de la formation, les plus de la formation, et vous avez également le programme. Alors c'est là, si on clique sur programme en haut, voilà, vous avez le programme et avec l'organisation de la majeure, si on descend l'organisation de la mineure, alors là, il n'y a peut-être pas tout le cursus, mais vous avez la plupart du temps, quand vous cliquez, vous avez un tableau avec l'ensemble des cours qui sont proposés, avec les crédits associés, le nombre d'heures. Alors, ça peut évoluer d'une année sur l'autre, mais vous avez vraiment toutes ces informations qui sont largement détaillées sur le site. Donc, moi, je vous invite, on ne peut pas tout détailler. Il y a, je vous le dis, hein, il y a à peu près 1500 pages de maquettes de formation sur toute l'université en licence. Et vous dites, et faites la même chose en master. Donc, ce serait criminel que vous devez les présenter. Mais voilà, elles sont conçues et vous pouvez y accéder parcours par parcours pour avoir l'ensemble des informations. En LAS, 60 places. Licence Accès Santé. Alors, licence Accès Santé, les étudiants suivent la majeure en droit, ici, et la majeure en santé à Lyon 1. Voilà, c'est un parcours très particulier. C'est très compliqué aussi de les organiser parce que la réforme des études de santé nous oblige à adapter quasiment tous les ans ces cursus-là. C'est très compliqué pour les facultés de médecine aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce que va devenir la PASS. Voilà. Et donc, il y a une volonté de développer les LAS, mais avec quelques difficultés pour l'organisation même des cursus.
Donc il y a un certain nombre d'universités qui abandonnent les licences accessantes. Alors peut-être une dernière question, mais je vois que le public a tendance à partir, donc on ne va pas prolonger tellement au-delà des 20h05. Oui, alors madame a le micro. Bonsoir. Donc, Moi, j'ai une question sur les années césure. Je souhaitais savoir si c'était possible de le faire dès le début du cursus, à savoir tout de suite après le bac, et de Bien sûr. conserver après l'admission et de ne pas rebasculer dans Parcoursup. c'est effectivement le principe. Vous êtes, le lycéen est admis en première année d'une licence. Il demande à faire une année de césure. On regarde la pertinence du projet pendant cette année de césure et il retrouve sa place naturellement l'année suivante. En fait, l'année de césure vous permet d'être admis dans un parcours par anticipation, sachant que vous êtes admis là, mais vous n'allez pas rentrer en 2024, mais votre place est conservée, puisqu'en fait, il y a un système qui permet de conserver les césures. Votre place est conservée pour la rentrée, donc 2025. D'accord. Dans ce cas-là. D'accord. Absolument. Et parfois, les projets changent. Donc, les années de césure de post-bac, je suis bien placée pour le dire, parce que ma fille fait une année de césure. Voilà. Les projets évoluent. Et donc, c'est une réorientation totale. Donc, c'est bien aussi pour les étudiants qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Parce que c'est difficile, à 17 ou 18 ans, de dire qu'est-ce que tu veux faire. Moi, j'ai dit la dernière fois à quelqu'un, mais même moi, je ne sais pas ce que je veux faire plus tard, parce que voilà, tout est possible. Vous voyez, il faut quand même les aider à s'orienter. C'est compliqué de s'orienter à cet âge-là. Oui, alors moi, j'aurais une question concernant le GACOAR. Avant la réforme de l'IUT, il était sur 3 ans. Il est toujours sur 3 ans ou sur 4 ans? GACOAR. Ah, le GACOAR. Ah oui. Alors, j'ai un peu d'intitulé MACAST maintenant, Management des activités culturelles. Alors nous, on n'a pas le volet art. D'accord, donc ça a évolué en fait. Oui, parce qu'il est très particulier. Je crois il me semble que c'est le volet que l'on ne... Ou c'est le tourisme. Vous voyez, je me perds. Si, il y a art. Il y a art, puisqu'il y a l'association en plus qui est support de cette... C'est juste après. C'est tout ce qui est activité... Alors, c'est lequel? C'est activité touristique, je crois. C'est juste après. Ouais. Donc oui, la transformation du BUT des DUT en BUT n'a rien changé par rapport à cette formation-là qui reste sur 3 ans. Mais aujourd'hui, le bachelor universitaire de technologie, c'est sur 3 ans. Oui, mais comme avant, le DUT était quand même sur 3 ans pour l'art, justement, je voulais savoir. Eh bien, il reste en fait sur 3 ans, mais il délivre un bachelor universitaire de technologie. D'accord, merci bien. Oui, c'est culturel et artistique. C'est le volet touristique qu'on n'a pas. Exceptionnellement, c'est une soirée des parents, je vous rappelle, mais vous avez le droit de poser une question. Allez, la dernière question. Ah. Ça va être très court, c'est parfait, alors merci. Voilà, je voulais juste savoir, c'est plus pour les étudiants, je suis nouvel étudiant, j'arrive, est-ce que j'ai un parcours d'intégration, un système de parrainage, je ne sais pas, avec un ancien par exemple. Et puis après, vous parlez d'association, c'est quoi est-ce que ça s'incorpore facilement, déjà, est-ce que c'est gratuit? Et puis est-ce que ça s'incorpore dans l'emploi du temps? Et c'est quoi d'ailleurs l'emploi du temps? C'est de 8h à 20h? Voilà. Ça dépend. Ouais, l'emploi du temps, globalement, c'est 8h-20h. Alors, 8h-20h, bien évidemment, on peut avoir un TD de 8h à 9h et cours de 17h à 20h. Voilà. Notre plage horaire d'occupation des salles, c'est 8-20. Les amphis sont occupés de 8h à 20h, non-stop. Avec une rotation, c'est pas les mêmes, mais voilà, c'est une rotation. Voilà. Le volume horaire du présentiel, donc sur une semaine type, c'est entre 24 et 26 heures pour une licence, on va dire générale, classique. Si on fait une double licence, on passe plutôt à 35 ou 36 heures, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc il y a le temps de face à face avec l'enseignant, que ce soit dans un amphi, que ce soit dans une salle de TD. Et puis il y a tout ce qui va être temps passé en bibliothèque, tout ce qui va être temps passé pour des projets, pour des études de cas, pour des analyses de situation. Et pour répondre à votre question, il y a 4 points. Premièrement, oui, il y a un système de parrainage que j'ai demandé à ce qu'il soit mis en place. Donc du coup, cette année, c'est la première année où il a été mis en place. Il a plutôt bien fonctionné. Donc ce sont des licences 3 qui parrainent des licences 1 pour les nouveaux étudiants qui souhaiteraient rentrer à la fac. Le parrainage, c'est autour du 14 septembre à peu près.
En droit, exactement. Chaque composante a son propre mode de fonctionnement. Donc là, vous parlez, Guillaume, pour le droit, Du droit. sachant que dans d'autres disciplines, il y a des tutorats, il y a dans d'autres composantes, chacun adopte, nous on fait une journée d'intégration, une grosse journée d'intégration, mais après, chaque composante adopte la méthode qu'il souhaite, avec par exemple un parrainage, un tutorat, L3, L1, ou d'autres modalités. C'est vraiment, on laisse chaque composante s'organiser en fonction de sa spécificité. Et ensuite, effectivement, il y a certains parcours du type réussite avec les collèges de droit, le collège de langue également. Le tutorat, il y a beaucoup de composantes qui ont quand même du tutorat et également la vie universitaire et associative qui est extrêmement présente aussi à Lyon 3 et qui n'est pas à négliger pour les nouveaux étudiants qui arrivent. Et chaque composante, en début d'année, généralement, les associations viennent se présenter aux nouveaux arrivants. On fait la journée d'intégration, il y a aussi le forum des associations où les associations viennent présenter ce qu'elles font. On a une centaine d'associations référencées. Alors, il y a les associations d'anciens, et puis après, il y a ceux qui sont spécialisés dans un domaine. Ça peut être l'environnement, la citoyenneté, la fête. On a aussi, hein, il y en a qui se sont spécialisés. Et c'est très bien parce qu'il en faut. Oui, mais ça fait partie de la vie étudiante. C'est gratuit naturellement. Alors après, on peut adhérer à une association et devoir payer une cotisation. Ça reste quand même très... tout à fait digeste. Et la vie étudiante, je pense, est vraiment très utile pour les étudiants pour s'intégrer. Alors, ils s'intègrent par les activités culturelles, il y a des associations culturelles, ils s'intègrent par le sport, ils s'intègrent par les groupes de TD, et ils s'intègrent aussi par une implication dans la vie associative en étant des étudiants... j'allais dire qu'ils vont aussi s'investir dans les conseils de l'université. On a des conseils de faculté, on a les conseils centraux, il y a des conseils, une conseil recherche, une commission formation, un conseil d'administration. Enfin, il y a plein de choses, plein de lieux possibles d'expression. Et les étudiants sont aussi partie prenante de l'université, puisqu'ils font partie aussi d'un certain nombre d'instances de débat, de décision aux côtés des enseignants et du personnel administratif. Et ce n'est pas toujours simple, mais c'est passionnant. La dernière question, c'est pour vous. Ça fait un certain temps que je vois votre bras levé. J'avais une question pour la faculté de langue en licence mention LLCER. J'ai vu qu'il y avait un parcours régime général et un parcours régime spécial. Et j'aimerais bien savoir la différence qu'il y a entre les deux régimes. Alors, vous avez vu ça sur le site ? Parce qu'on ne voit pas la même chose que vous, malheureusement. C'est la déformation quand on est enseignant, le régime général. Alors, le régime général, ben non, je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Le régime spécial, c'est peut-être la licence trilingue, je ne sais pas. Ou alors c'est le régime spécial Parce que lié c'est au fait... le... C'est peut-être quand les gens ont une activité... Régime spécial, régime spécial. C'est peut-être ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est dit ? Oui, c'est ça. C'est ceux qui sont les régimes spéciaux. Voilà. Oui. C'est ce qu'on appelle les régimes spéciaux. C'est les personnes en fait qui sont soit en activité professionnelle en même temps, soit qui ont ils vont avoir une dispense d'assiduité, ce qu'on appelle une dispense d'assiduité. On a des cas particuliers, des étudiants qui travaillent, des étudiants qui sont en soutien de famille, des étudiants qui vont avoir... alors, sportifs de haut niveau, c'est encore différent. Ils ont une mineure sportive de haut niveau, on leur a dédié ça. Mais le régime spécial, c'est pour tous les étudiants qui ne vont pas participer à tous les cours et qui demandent de ce fait une dispense d'assiduité, c'est-à-dire ne pas venir en cours sans être pénalisé, compte tenu de particularités dans leur vie. Voilà. Et donc, il y a un dossier qui est fait et on leur accorde, c'est le doyen qui accorde ce régime spécial. Donc, voilà. Mais ça dépend effectivement de l'étudiant et de sa situation personnelle. En général, c'est lié à une situation personnelle. Bien, il me reste à vous remercier pour le temps que vous avez passé avec nous. Il me reste à remercier les intervenants et je vous rappelle qu'il y a donc encore les choix définitifs sur Parcoursup, des manifestations type Salon de l'étudiant qui se déroulent le 12, 13, 14 janvier. Vous avez les journées d'enseignement supérieur les 24, 25 janvier.
Il peut y avoir des journées portes ouvertes à l'IUT et à l'IAE en particulier. Il y en a peut-être dans d'autres composantes, mais j'ignore. Et puis il y a enfin pour ceux qui veulent s'immerger, donc là c'est moins pour les parents, je précise, vous êtes exclus en tant que parents, les possibilités de suivre des cours qu'on appelle un jour à la fac. C'est une opération qui se déroulera pour la deuxième fois, on fait ça 2 fois par an. Pour la deuxième session, c'est entre le 19 et le 23 février, où l'université n'est pas en vacances, mais les scolaires, les lycéens ont 2 semaines de vacances, donc on prend sur une de leurs semaines pour qu'ils puissent découvrir ce qu'est le monde universitaire. Donc il y en a qui viennent suivre 2-3 cours sur une journée, il y en a qui viennent 2-3 fois dans la semaine. Je pense que c'est une très belle expérience. C'est un avant-goût de ce que vous pouvez découvrir, de ce que vous pouvez vivre pendant les 3 années, les 5 années ou les 8 années qui suivent. Encore une fois, un grand merci. Bonne fin de soirée.